Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'espace de réflexion éthique une fois de plus. Je reconnais certaines personnes, il y a certains visages qui me sont inconnus. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée sur aider corps à cœur engagé. Alors la formule pour les gens qui sont habitués à nos conférences débats, la formule change un peu ce soir, puisque ça n'est ni à proprement parler une conférence, ni un cinétique dont on a aussi l'habitude, je ne sais pas si vous les connaissez, projection et débat. Cette fois-ci, donc, ce sera un documentaire sonore suivi d'un débat. On a fait le théâtre, on a fait le cinéma, on a fait les conférences. Maintenant, c'est encore une autre formule. Je vais laisser l'animation du débat à Pauline Aurin, qui est ici, qui est directrice, je ne sais pas si on dit ça, responsable d'une association qui s'appelle donc Nos Mémoires Vives et qui a pour vocation de collecter des récits auprès de personnes, souvent de nos aînés, des personnes qui sont invisibilisées dans la société, leur donner la parole, recueillir leurs récits de vie, les interroger sur le sens de la vie et finalement insuffler une certaine vie là où souvent on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer. Alors c'est le cas ce soir avec les aidants et les aidés. Je vais laisser Pauline vous présenter la question. Certainement, beaucoup d'entre vous sont concernés ce soir. Je voulais juste dire que c'était le fruit d'une rencontre. Donc, je suis moi-même très concernée par la transmission. C'est un sujet qu'on voulait aborder à l'espace éthique depuis longtemps. Et il se trouve que, à la faveur d'une formation à la biographie hospitalière que j'ai faite, j'ai rencontré Pauline, qui a une activité très proche, qui est la collecte de récits de vie. Et voilà comment j'ai découvert ce documentaire qui est non seulement émouvant, mais qui soulève beaucoup de questions de manière extrêmement pertinente, vous le verrez. Donc c'est l'occasion d'ouvrir vraiment un débat, et c'est comme ça que je crois, Pauline, tu le conçois. Tu es venue donc avec Madame Aurore Millet, qui est neuropsychologue. Et on attend aussi une des participantes du documentaire, je pense qu'il ne va pas tarder, que vous reconnaîtrez après avoir vu le film. Voilà, et je laisse la parole donc à Pauline pour la suite. Eh bien, merci Pascaline pour cette présentation très juste et merci à l'Espace Éthique de nous inviter. Ça fait très longtemps qu'on a envie de franchir les portes de la fac de médecine pour présenter ce documentaire et cette question sur les aidants et les aidés, et on se dit yes, on y est arrivé. Donc merci d'être là aussi. Comme l'a dit Pascaline, notre association, elle travaille principalement sur la collecte de récits et auprès majoritairement des personnes âgées. Ce qui va nous intéresser, c'est la petite histoire qui fait la grande et comment on sauvegarde ce patrimoine immatériel à travers la mémoire des plus anciens, et aussi collecter leur expertise de leur âge et de la période qu'ils traversent, c'est-à-dire la vieillesse, et comment on peut les questionner là-dessus et créer des débats, des supports grand public pour qu'on puisse aborder cette question-là sur l'espace public et en faire une réflexion de société. Alors pourquoi on en est venu à travailler sur le thème aidant-aidé ? C'est que quand on allait au domicile des personnes, donc on se rend au domicile ou aussi en établissement, mais au domicile principalement, et quand on demande à la personne de raconter son histoire de vie, on ne s'arrête pas juste au moment présent, on leur demande aussi comment vous vous projetez pour l'avenir. Et on nous répondait l'EHPAD, surtout pas, mais la réflexion s'arrêtait là. Et on sait que pour rester à domicile, si c'est la volonté, souvent il y a besoin de l'appui d'un aidant. Et ce n'était pas conscientisé et ce n'était pas pensé. Voilà, on s'apercevait que les gens vivaient beaucoup au moment présent, ne pensaient peu à l'avenir, à part juste non pas l'EHPAD, et que la question de qui va venir m'aider n'était pas pensée.
Donc ça a été l'enjeu d'aller questionner ce thème auprès d'eux, après avoir observé dans le cadre de nos collectes cette impensée. Ce documentaire, donc, on l'a réalisé autour du Pic Saint-Loup. On a été voir les aidants des vignes, comme ils aiment bien s'appeler, et des aidés. On a pris le parti de questionner les deux. Donc il y a 9 aidants et 7 aidés qui sont interviewés dans le film. Un autre parti pris, ça a été de ne pas s'apesantir sur les difficultés que vivent au quotidien les aidants, mais bien sur la relation entre l'aidant et l'aidé. À partir du moment où je suis mari et femme, où je suis fils ou fille d'eux et mère ou père d'eux, quand je deviens aidant et aidé, qu'est-ce que devient la relation originelle? Donc c'est ça qui nous a intéressés. Souvent, au moment du débat, les gens disent « mais du coup, ils sont exemplaires ». Non, c'est juste que le parti pris du film, c'est pas de s'attacher aux difficultés, les traverse comme tous les couples d'aidants et aidés, mais on n'a pas souhaité particulièrement mettre ça en lumière. Un autre parti pris, c'est une forme de documentaire assez atypique, c'est notre manière de travailler, c'est un film photographique et sonore, c'est-à-dire qu'on trouve assez intrusif d'arriver avec une caméra chez des gens qui ne nous connaissent pas, parce qu'on va être sur du questionnement assez intime, encore plus ici parce qu'on questionne la relation. Donc on vient d'abord dans un premier temps avec un enregistreur et on pose des questions et on aide les personnes à dérouler le fil de leurs pensées. Et ensuite on invite une photographe, donc là c'est Sarah Destuck, qui va écouter la bande sonore, s'en imprégner et venir dans le quotidien des personnes pour les photographier. Et on fait un assemblage entre les deux. Donc voilà, ça donne un format particulier, on pourra aussi en discuter à la suite du film. Le dernier parti pris qu'on a eu, c'est vous parliez de débat, nous on appelle ça des ciné-actions. Le film, ça doit faire 35 ou 36 fois que j'anime une diffusion, mais maintenant il voyage aussi tout seul partout en France. Et en fait, on a capitalisé toutes les discussions qu'il y a eu après le film pour en faire une synthèse de préconisation aux décideurs. Donc l'enjeu d'après le film, c'est d'avoir à la fois vos ressentis sur ce que vous avez vécu, mais aussi quels besoins vous avez identifié, vous, si vous êtes concerné par la question ou pas, et quelles solutions on peut réussir à apporter sur cette problématique. Donc on appelle ça un ciné-action, et on va le démarrer tout de suite avec un petit sondage dans la salle. Qui est-ce qui est aidant parmi vous? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui se définissent comme aidées? D'accord. Est-ce qu'il y a des professionnels? Ok. Vous êtes plutôt soignant, médico-social? Est-ce que vous pouvez juste prendre la parole? Soignant? Qui est soignant peut-être? Ok, c'est le gros. Et plutôt professionnel du médico-social ou social? Ok. Et il y a des futurs professionnels aussi? D'accord, ça marche. Très bien. Donc c'est et des anciens professionnels, pardon, c'est une problématique, un test que je n'ai pas abordé. Très bien, eh bien on va vous laisser en compagnie du film qui va durer 1 heure et on se retrouve du coup après la projection. Bon film. On accepte d'être aidant, mais c'est un concept maintenant qui est largement utilisé. Un aidant, en gros, tout le monde dit aidant, aidant, aidant. Personne ne sait ce que c'est. Je suis Dominique, Claudia est mon épouse. Je l'accompagne dans sa maladie, comme je l'aurais accompagnée dans sa vie en pleine forme et en pleine santé. Je suis Frédéric, j'ai 50 ans et j'ai été la canne de vieillesse de mon papa et de ma maman. J'ai vécu longtemps avec une citation de Jean-Louis Barrault. On passe beaucoup de temps à essayer de rendre la réalité conforme à ce qu'on a décidé, alors qu'il s'agit de s'adapter à la réalité. Tu vois comment ça a un sens pour l'aidant, si la réalité conforme, c'est que la personne que tu aides, elle est vivante. Et je ne peux pas décider ni de sa vie, ni de sa mort, ni de ce qu'elle doit faire, elle qui éventuellement attend de moi que je fasse quelque chose pour elle. Oui, je suis Alain, époux de Patricia depuis 30 ans et aidant de la même Patricia depuis 3 ans. Je suis Catherine, l'épouse de Denis. Je suis Denis,
le mari de Catherine. Je me dis que c'est normal quand on vit avec quelqu'un. Je vis avec lui, donc je l'aide. C'est la famille, c'est normal. Je suis Lola, l'épouse de Jacques depuis 1973. Je suis Jacques, l'époux de Lola. Donc moi je suis Pierre, je suis le fils de Marcel. Et moi je suis Marcel, la maman de Pierre. Je pense souvent à cette idée de pour tes gamins, à un moment tu décides que tu vas prendre un congé parental parce que oui, à 3 mois, plein temps en crèche, ça te paraît un peu brutal. Là, il y a un peu de ça, quoi. Je savais que mon père allait aller en EHPAD, je sais que ma mère, elle ira à un moment aussi, mais j'ai eu le besoin de ne pas faire les choses brutos, ce que je considère en tout cas brutalement, de dire bim, on-off, quoi. Je suis Sébastienne, je suis la fille de Pierre et Annie et maintenant je suis aussi leur proche aidante respective. Alors, qui je suis? Je suis Annie déjà, la fille d'André et d'André et E. Je suis André, la maman de Annie. Mon père. Je suis le papa de Sandrine. Je suis Sandrine, je suis la fille de Robert, je suis sa fille, son aidante et sa professionnelle. Je suis Patricia, franco-américaine, née à Chicago. Et je suis aidée immensément par mon mari Alain. Peut-être le monde, je ne sais pas qui, qu'on sache combien c'est difficile pour un aidant. Tout le monde qui nous aide, c'est des gens formidables, à mon sens. Mais ça ne peut pas être plus que aidante, aidée. Je ne suis jamais en égalité avec personne maintenant. L'aidant et l'aidé. La première catastrophe, elle est à l'aider. Et la deuxième, elle est à l'aidant. Quand le diagnostic a été posé, il y avait la catastrophe pour Claudia, c'est sûr, déjà. Mais il y avait la catastrophe pour moi et j'ai vu ma vie exploser, réduite à rien. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Dans un premier temps, je me suis dit, je me tire de là. Dans un second temps, ce n'est pas dans ma nature. Donc, je ne me suis pas tirée de là d'une façon, je dirais, physique. Mais j'ai perdu pied. J'ai accepté la situation. On est mariés avec Claudia. On se connaît depuis longtemps. On s'aime. Et voilà, quoi. Bon, après, c'est la vie. Vous ne pouvez faire ça que par amour. Par devoir, vous partez dans les 15 jours. Mais l'annonce du diagnostic m'a fait, comme à chacun, cette révélation, c'est une catastrophe. Accepter le diagnostic, accepter ce changement de vie, accepter d'être aidant. Accepter d'être aidant, c'est accepter de ne pas subir un rôle qui vous serait assigné par l'autre et par la maladie. Vous acceptez de prendre votre place et de prendre votre rôle. Et à partir du moment où vous prenez votre rôle et vous l'acceptez, à ce moment-là, vous avez, entre guillemets, le sentiment d'avoir des moyens d'action. Parce que la position d'aidant, c'est pour moi, une position de combat, où je veux à la fois conserver ma vie le plus possible et aider et conserver la vie de Claudia dans le mieux qu'on peut, compte tenu des circonstances. Donc mon père est venu s'installer à 70 ans à Ganges. Il a quitté Grenoble, il est venu s'installer à Ganges. Il a commencé quelques années après son arrivée à donner des signes de faiblesse au niveau de la mémoire. Et du coup, vu la proximité, moi je me suis aperçue, parce que j'étais aux premières loges assez vite, que ça dégringolait, et j'ai eu ensuite à assurer le constat et la prise en charge progressive de sa maladie d'Alzheimer qui s'est installée. Et c'est accru l'aide que j'ai dû commencer à mettre en place auprès de lui de façon très progressive en fait. Et je suis rentrée dans son intimité petit à petit en m'apercevant qu'il y avait des bugs, quoi. Et qu'est-ce que ça fait de rentrer dans cette intimité ?
Bon... Eh ben, c'est pas facile. C'est une intimité qui est super crue, en fait. Enfin, où tu vois l'autre très fragile, tu vois l'autre dans ses pirouettes cacahuètes qui sont en général très brillantes. Et puis, tu rentres dans du cru, quoi. Donc, d'arriver chez mon père, il n'est pas habillé. De le voir un peu désinhibé sur des trucs, sur des discours auprès de professionnels. Donc, normalement, il a une posture d'homme et de père qui est... c'est mon père. Donc, il y a forcément le truc de je vais te montrer comment je fais. Enfin, il y a une ascendance, quoi. Et qui, là, vole en éclats. Donc, t'es quand même à la source d'une responsabilité. T'es responsable, en fait. C'est un mot qui... Waouh, t'es tout d'un coup responsable du soin qui est apporté à une personne, quoi. Totalement. Est-ce que pour toi, c'était normal de le faire ? Bah oui. Je me suis même pas posé la question. Enfin, j'étais là. Enfin, il y a une espèce d'évidence, quoi. T'es là, tu vois que ça dysfonctionne, ça monte en puissance avec cette progressivité qui fait que tu vois pas que tu pars loin et tu vois pas que tu pars vers une aventure au long cours. Et puis t'as une liste de tâches qui devient de plus en plus importante, qui fait qu'en termes de disponibilité, t'as tellement la tête dans le guidon que tu vois plus trop la situation. Un truc qui peut te dépasser parce que t'en as pas l'expérience et parce que... Tu veux dire qu'à un moment, il n'y a pas une prise de décision, je deviens aidante de mon père ? Non. Enfin, bon, moi, je l'ai vraiment pas vu, je l'ai pas vu arriver, quoi. Enfin, le fait d'être aidante, moi, je m'en suis pas du tout aperçue tout de suite, et je crois que je m'en suis aperçue extrêmement tardivement quand ça m'a été renvoyé par des associations que j'ai rencontrées après, quelques années après. Et c'est ce qui en fait un peu la difficulté, quoi, de la prise de conscience, parce que c'est tellement progressif que c'est des petites touches, donc tu vois plus le comment t'es passé de telle situation à telle autre. On m'a jamais dit, vous êtes devenue aidante, on fait une consultation avec vous, comment vous vivez le truc, est-ce qu'on peut vous soutenir là-dessus ? Les gens qui viennent à domicile s'occupent de la personne qui est à domicile principalement, enfin les soignants, c'est leur job aussi, ils s'occupent des personnes... Mais ils prennent pas tellement en compte le système et donc la personne qui accompagne ou qui est aidante, tu vois. Donc en gros, si mon père prenait des cachets, etc., c'était chouette, mais après, personne me demandait jamais ni comment j'allais, ni si... Enfin, tu vois, personne de dire, bah super, vous m'avez rappelé rapidement, on a pu régler la situation, personne ne te renvoie ça. Donc effectivement, t'es pas invisible, mais c'est normal en fait. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc où c'est normal. Aidant, c'est pas un mot du vocabulaire que j'aurais utilisé naturellement auparavant, quoi. Du coup, on voit bien ce qui se cache dedans, quoi, dans ce mot, quoi, mais il n'y a pas besoin d'explication de texte, mais aidant, mais oui. Ouais. Aider les autres, c'est quelque chose qui va être dans ma nature, quoi, mais d'avoir cette étiquette-là, comme marqué La Poste, ouais, bon, pourquoi pas, quoi, mais ça fait partie de la vie de famille, quoi, ou ça peut être en famille, ça peut aussi être avec du voisinage, mais oui, pour moi, c'était quelque chose qui... Normal. Oui. Nous, ça se fait naturellement, hein. On a un problème de ça. Chacun, on va vers son proche. Ça vient tellement naturellement de s'aider les uns les autres. On ne voit pas. Il y en a assez de chers qui ne sont pas entourés, que les parents sont loin, avec ces déplacements qu'il y a maintenant. Oui, là, vous estimez que c'est facile. Vous habitez le village, vous, oui, c'est ça ? Oui. Vous êtes à combien de temps ? temps ? Sur place. 5 minutes. Oui. On n'a pas la préoccupation, le souci. Si personne ne me le portait, je m'en préoccuperais. Est-ce que ça demande d'aménager son quotidien ? Non. Non, pas du tout. Non. Je mène mon petit train-train. Non, mais moi. Oui, mais toi aussi. Mais non, pas vraiment, quoi. Par gentillesse, tu viens tous les matins pour me dire bonjour. Après, oui, c'est la proximité qui permet ça. Il est sûr que si j'étais à 40 km, on verrait les choses différemment, quoi. Bien sûr. Là, on est sur place. Hein. On n'a pas de mérite. Hein. Oui, je suis gâtée, oui. Je ne m'en plains pas. Je l'ai tous les jours, j'ai ma nièce, je suis très entourée. Et je me laisse vivre. Vous me le faites. Ça veut dire que c'est confortable, alors. Vous me le faites, alors. Le fait de gérer les médicaments, de mettre les bas, de passer tous les jours, c'est pas quand même une grande contrainte. Après, c'est que la charge de l'aide peut augmenter. On peut se l'imaginer comme ça, quoi. On se sent redevable dans le sens où, oui, ça devient une obligation, quoi. Il faut faire, quoi. Il faut y aller, c'est un engagement, quoi. Du moins une obligation ou un devoir. C'est pas quelque chose qui s'est marqué du jour au lendemain, quoi. Je pense que ça se fait dans la transition, un peu des courbes qui se croisent, qui descendent peut-être un petit peu, et du coup, ça nécessite qu'une autre
Puis notre grimpe, quoi. Voilà, ça se fait. Comment on vit le manque de possibilité d'être capable de se suffire? Comment on le vit, ça? C'est le plus difficile. Avoir besoin de quelqu'un pour le commun, pour tout. Je pense que le grand âge vous l'oblige. Parce qu'il y a eu des incapacités, même si on a voulu tenir le coup. Ça, c'est des handicaps. Mais des handicaps normaux à cet âge-là. Il n'y a pas à se révolter. Je sais bien que je suis en fin de vie puisque je vais avoir 94 ans. Je trouve même que ça traîne un peu. C'est pas drôle d'être tout seul. Je suis bien entourée, mais ma fille est à 400 kilomètres. Bon, elle s'occupe beaucoup de moi, je suis tout à fait gâtée. Les soins à domicile, c'est merveilleux. Et puis j'ai également les aides ménagères. Donc il y a des gens qui passent. Et puis en même temps, elles peuvent contrôler si on n'est pas mort. Parce que c'est ça la solitude, c'est mourir tout seul. Mourir c'est normal, mais mourir tout seul, que personne ne le sache. Mais malgré tout, ce que vous exprimez, c'est que vous vous sentez seul. D'accord. On ne peut pas le dire autrement. Dans une grande maison qui était faite pour toute la famille, j'ai la chance d'être encore dans la maison. Je suis issue parce que ma fille m'y laisse. Donc je lui en suis reconnaissante de faire l'effort de venir me voir une fois par mois, voir comment ça se passe. C'est venu, je dirais, pas à pas. Ça a été simplement de prendre en charge un peu plus le jardin, un peu plus la maison, un peu plus les réparations, un peu plus. Et puis il est arrivé un moment où là, au fur et à mesure que descendait, moi, il fallait que j'endosse un peu plus ce que eux ne pouvaient plus prendre. C'est le transfert du poids, enfin c'est le transfert des charges, on va dire, avec la question de se dire. Ça serait plus facile que je fasse moi, mais si je fais moi, je leur enlève leur autonomie. Donc je leur laisse et je surveille derrière s'il n'y a pas une grosse bêtise. Mais c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a eu cette difficulté énorme. Maman s'est imaginé que tant qu'elle tiendrait les rênes, il n'y aurait pas de déchéance. Alors qu'un corps est un corps et que quand il veut plus, il veut plus. Mais l'aidant est toujours le symbole de celui qui peut ce que l'aider ne peut plus. Ma fille vient très régulièrement, une fois par mois. Moi, je trouve que c'est déjà très beau. Elle fait énormément, même quand elle n'est pas à côté, parce qu'elle débrouille les affaires. Je lui laisse tout le courrier important et elle fait énormément. Seulement, c'est pas pareil que quand on fait soi-même. On perd sa personnalité. Ben, c'est elle qui décide. Mais elle s'est beaucoup occupée, chose que je n'aurais jamais pu faire. Toutes les choses qui sont courantes dans la vie et que je faisais autrefois, bien sûr. Mais c'est elle qui le décide. C'est elle qui choisit le jardinier, c'est normal. Seulement autrefois, c'était moi qui le faisais. Il faut du doigté, se dire, si c'est pas fait comme ça, tant pis, c'est pas grave. On fait pas comme pour soi. Il faut vraiment se mettre dans le moule de l'autre, ce qui est déjà se décentrer par rapport à ses propres habitudes, pratiques et autres, par rapport aussi à sa façon de voir la vie, parce qu'il y a des choses plus ou moins importantes pour l'un ou pour l'autre. C'est pas fait comme ils voudraient faire. On peut pas faire comme ils feraient eux. Même en essayant de se mettre dans le moule, il y a des choses qu'on peut pas faire, c'est pas possible. C'est la difficulté de l'aidant. On ne sait jamais si le curseur est bien au bon endroit, si on n'a pas trop fait à la place, ou au contraire, si on n'a pas trop laissé de marge. Je ne sais pas comment le dire parce qu'elle est très, très attentive. Seulement, on a quand même une différence d'âge qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Elle essaye d'adoucir la faim. Donc, je dois aussi, moi, ne pas l'embêter. Elle fait pour le mieux. Est-ce que son mieux correspond à elle ou à moi? Ça, c'est autre chose. Seulement, je reconnais
la peine qu'elle se donne. Moi, je le vis relativement simplement. Je pense qu'elle ne le vit pas simplement. C'est pour ça que je voudrais partir, pour la libérer, parce que je les empêche d'être pleinement heureux. C'est lourd, un vieillard, et on ne peut pas s'alléger. C'est pas possible. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. La vie est une pyramide, ma grande, vous le savez bien. On monte, on croit qu'on va toujours monter. Puis, stop, on redescend. Ce qui m'a descendu, c'est un petit peu ces histoires de cerveau, quoi. Bon, de ce fait, elle a la charge maintenant. On n'est pas sur la même balance. Hein. Elle a tout ça à faire, quoi. C'est quoi le tout ça à faire? Elle a tout ça à faire. Eh bien, je vais passer l'aspirateur, je vais éventuellement faire des commissions que je peux faire, mais j'en fais peu par rapport à elle. Il faut être fataliste. Parce que là, il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire. On avait dans notre gestion, on avait des parts, quoi, hein. Elle s'occupait de la maison, de ci, cela. Moi, je m'occupais de je ne sais plus quoi. Mais, et donc, maintenant, mes facultés ne me permettent plus de faire ce qu'elle fait. Vous vous en apercevez que vous ne pouvez plus le faire? Ben oui. Mais il ne me le dit pas. Parce que j'aimerais faire plus, mais j'oublie un tas de choses aussi. Et est-ce que vous êtes reconnaissant quelque part? Je montre peut-être pas suffisamment. Si, enfin, tu le montres quand même. T'es pas quelqu'un de très expressif, mais tu me le dis. De temps en temps, tu me dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu me le dis. Il me dit sans toi, je pourrais pas. Moi, je dis que quand on arrive à notre âge, la pente est là. Eh ben, on essaie de la faire la plus lente possible. Et tant mieux si on a un peu quelque chose dans la tête, parce que quand on n'a plus la tête, c'est pas bon, évidemment, pour celui ou celle qui l'a, mais pour le conjoint ou la conjointe, c'est... La maladie d'Alzheimer détectée en 2002. Donc j'ai aidé mes parents parallèlement à mon travail, comme je pouvais. Et on a évolué selon la maladie. Ça a duré 17 ans quand même, hein, mon père. Il habitait en pleine montagne, ma mère m'appelait, il veut me foutre par-dessus le balcon. Enfin, il faisait des cris, c'est pas possible. Donc j'essayais, ça faisait quand même beaucoup de kilomètres selon l'heure où j'allais pas tout le temps. Après, il y a tous les passages en hôpitaux ou en clinique. Une personne âgée aux urgences, c'est catastrophe. En plus, s'il a l'Alzheimer, de toute façon, il ne se souviendra pas pour raconter. Puis s'il est un peu chiant, on lui donne un somnifère. Donc j'ai des images de mon père aux urgences, j'ai des photos. Voilà, de l'irrespect de la personne. Je l'ai retrouvé la langue pendante, à moitié nue. Alors bon, peut-être il sentait rien, peut-être ça ne marquera pas. C'est de la colère. De la colère, de la rage. L'image de la personne malade, elle-même, c'est une chose, et les aidants, comment ils la voient, c'est important. Il s'est avéré qu'à un moment, ma vie était un petit peu chamboulée, ma mère, son état de santé diminuait, donc il a fallu se résoudre à prendre une décision. On fait les dossiers des EHPAD que je connaissais dans le coin, et on attend les réponses, où c'est non, violent, fugueur, non. Il a fallu que j'écrive au conseil général pour dire que je n'étais pas responsable s'il y avait un accident pour mon père ou pour ma mère et que je ne trouvais pas de place pour mon père. Donc il a été placé dans un EHPAD à côté. Tout ça, ça a pris 1 an. Il est resté 2 ans et demi. Voilà, il y a des choses qui choquent. À un moment, il ne marche plus trop. Donc des chutes, quand vous arrivez, que vous voyez votre proche, la moitié du visage avec des hématomes, enfin... Donc on s'en veut. Et puis un jour, j'ai été là-bas, je discutais avec une aide-soignante. Je discutais de mon travail, parce que je m'occupais d'une personne handicapée.
Dans ma tête, ça fait tilt. Je dis, je m'occupe des autres, je m'occupe pas de mon père. Donc en 5 minutes, j'ai pris la décision, je dis, je le ramène chez moi. Je sais pas si c'était plus pour lui que pour moi, je pense que c'est pour moi, parce que j'ai jamais autant pleuré que quand il était en EHPAD. C'était un échec pour moi. Mais ma vie faisait que, comme c'était le bazar, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas le prendre. Et il marchait plus, donc je pouvais le prendre et continuer à travailler à côté. Tu as l'habitude d'accompagner des personnes, et là, tu accompagnais tes propres parents. Qu'est-ce que ça change ? C'est plus difficile. C'est plus difficile quand on a affaire à des professionnels qui n'écoutent pas. C'est plus... J'ai jamais compris, j'ai jamais réussi quand on me dit garder la distance professionnelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on se concentre sur du médical, mais moi, en tant qu'AMP, puis même personnellement, avant même ma formation, voilà, le cul propre, ça suffit pas, quoi. Voilà, un pantalon, quand on a un 3/4 qui doit arriver au mollet, mais qu'il est remonté aux cuisses et qu'on vous répond « Ah, j'ai pas vu ». Ben oui, tu regardes la personne que tu viens de préparer quand même. Et des plis sous des jambes, ça peut être très douloureux pour quelqu'un qui est toute la journée au fauteuil. Ouais, je suis en colère avec tous les combats qu'il a fallu mener. C'est moi qui ai rapatrié papa. Il a fait une mauvaise chute en avril 2017. Il est retourné chez lui, il a rechuté. Et après, l'assistante sociale qui a appelé pour dire votre papa ne peut plus rester à domicile. Je dis il faut le placer, il faut trouver une solution. Donc on a commencé à rechercher sur la Côte d'Azur, mais les prix sont faramineux. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir ici, juste en face de la maison. Et moi, travailler en EHPAD, je préférais pouvoir m'en occuper. Parce que moi, j'avais, à mon EHPAD, là où je travaille, je leur avais signalé la situation, ils étaient au courant. Et il n'y avait pas de place à ce moment-là. Et il n'y avait pas de souci, dès qu'il y avait une place qui se libérait, elle était pour lui. Le dossier, tous les trimestres, est renouvelé, lettre d'appui en disant que je renouvelle ma demande, mais que pour le moment, je m'en occupais toujours. Comme je disais, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver à moi. Si un jour, je ne peux plus m'en occuper, ou si la situation change, on ne sait pas. Mais bon, j'espère là, jusqu'au bout. Je sais que je le ferai. C'est mon père et que il s'est occupé de moi quand j'en ai eu besoin. Et voilà, quoi. Il a toujours été présent. Même dans les plus mauvais moments. Et les choses ont fait que maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Du coup, alors, tu t'en occupes beaucoup. Il est à domicile grâce à toi. Oui. Même s'il y a, j'imagine, des professionnels. Il y a les professionnels, il y a l'infirmier qui passe 2 fois par jour, le matin, toilette, l'habillage, le lever, et le soir, pareil. Moi, j'interviens 2 fois par jour pour les repas, tous les matins, pour le petit déjeuner, et après, c'est soit le midi, soit le soir. Je jongle avec mon planning. Et au début, la première année, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Et c'est impressionnant parce que pourtant, je suis comme on dit, je suis de la partie. Et un soir, mon homme, il me disait, je rentrais à 22h, les 2 premiers mois. Il me dit, tu comptes le faire longtemps ? Non. Bon, j'ai pris sur moi. J'ai expliqué qu'il fallait que je rentre à la maison aussi, que j'avais une vie de famille. Mais on le fait, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident de se positionner, de prendre sa place, de savoir les limites, savoir où s'arrêter à quel moment. Et les dents, c'est du lourd. Parce que ça gère sa vie de famille, ça gère sa vie de travail, sa vie de femme, faut pas l'oublier. Tout est multiplié par 2, par 3, par 4. Pour moi, ce mot aidant, c'est un mot qui qualifie un travail, quoi. C'est comme on va dire une infirmière, mais je suis l'aidante. Je suis l'aidant de madame. Je le revendique même comme un statut social parce que j'étais tellement déstabilisé, perturbé par ma nouvelle condition que les choix ils se font vite. Hein. Ou tu es aidant et tu acceptes que ça ferme plein de choses, ou tu es aidant et tu te demandes qu'est-ce que ça ouvre d'autre. J'existe, moi, de façon autonome par rapport à elle, mais il y a d'abord un statut social, je suis aidant, non négociable. Alors, quand j'ai négocié avec le docteur le retour de Patricia à la maison plutôt qu'en EHPAD, j'ai dit, je ne me sens pas devenir le majordome de madame, même si il y a toute une équipe qui intervient
pour aider. N'empêche que les rendez-vous, c'est moi, les coordinations, c'est moi, etc. Je n'ai pas du tout envie de jouer les majordomes. Et après, devenant aidant, je me suis rendu compte comment l'appellation avait un sens et comment peut-être je pouvais revisiter ce « je ne veux pas être majordome ». Est-ce que je ne suis pas complètement, que je le veuille ou non, déjà majordome ? Que je n'ai pas besoin de dénier « je ne veux pas être le majordome, je suis le majordome ». Donc c'est là où cette fonction sociale du majordome devient un statut à part entière, avec des droits et des obligations, peut-être plus d'obligations que de droits. Je ne peux pas échapper à ma condition de majordome. S'il est défaillant, le château s'effondre. Les invités du château ne s'en rendent même pas compte. Mais le château ne tient que parce qu'il y a les épaules du majordome. Après, être aidant, c'est aussi le regard des autres. Il est calamiteux. Les gens savent que vous êtes aidant. Vous n'êtes plus qu'un aidant. Votre identité disparaît derrière ça. Et ça, c'est détestable. Enfin, personnellement, moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je suis, en plus de ce que je suis, aidante. Je n'ai pas perdu mon identité de ce que je suis au profit d'être une aidante. Les amis qui restent sont ceux qui me considèrent et qui nous considèrent pour ce qu'on était, qui voient la situation telle qu'elle est. C'est une situation de personnes vieillissantes qui évoluent, qui ont existé, autant Claudia que moi, comme des entités qui présentaient quelque chose, et qui ne sont pas réduites exclusivement au champ ou de leur maladie, de leur statut de malade, ou de leur statut d'aidant. Tu es une professionnelle avec ton père quand tu dis je viens faire ça. Par moment, c'est la fille qui prépare, mais c'est la professionnelle qui donne. Je suis professionnelle pour un change. C'est mon père et je le respecte et je l'ai jamais vu nu, mon père. Donc, non, c'est le respect de la personne, le respect de mon père, le respect. Donc là, c'est le côté professionnel qui ressort. Et je lui dis, là, c'est mon travail que je fais, ce que je fais moi à mon travail. Je vois mon père sous un autre angle, sous une autre facette. Ses côtés bons, ses côtés mauvais caractère. C'est moi, j'ai jamais connu mon père à dire des gros mots ou lever la voix ou quoi que ce soit. Rien que le regard en disait long. Et est-ce que tu as toujours l'impression d'être sa fille et lui ton père ? Oui. Mais je reprends ma place de fille. Et il faut que je reste sa fille. Même si je suis l'aidante ou la professionnelle par moment. Je me replace toujours sa fille. Et quand on parle, je lui dis bien, c'est sa fille, c'est Sandrine, ta fille. Sans avoir l'autorité dessus, en laissant toujours le dernier mot, en essayant de laisser le dernier mot. C'est ça que peut-être que tu dis bien quand tu dis que tu es fille, c'est que c'est lui qui a l'autorité. Ah mais il faut. Je suis une adulte, mais c'est mon père. Il y a un ordre, quoi. C'est la hiérarchie. C'est pas parce qu'il parle pas, c'est pas parce qu'il dit rien, qu'il n'a pas un ressenti, qu'il n'en pense pas moins. Oui, mais ça peut être ton égal. D'adulte à adulte, je veux dire. Oui, mais non, c'est mon père. Non. Qui c'est le chef, papa ? C'est toi ou c'est moi ? C'est toi. Pourquoi ? C'est toi qui parles tout le temps. Bon, je m'en vais alors. Ah, c'est particulier les dents, hein. C'est
C'est pas un enfant dont on s'occupe, c'est une personne, c'est son père, c'est un homme, c'est quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a du vécu, et que même pour lui, d'accepter que son enfant s'occupe de lui, c'est très dur, hein. C'est normal, c'est pas logique qu'un enfant fasse une toilette à un père, ou le change, ou voilà, c'est pas... Parce que jamais on penserait qu'un parent, mon père, jamais, toujours connu en costard 3 pièces, sur son 31, la tête aux pieds, irréprochable, quoi. C'est dur, papa. Est-ce que ça a été facile pour vous que votre fille s'occupe de vous? Non, Pourquoi ça n'a pas été facile? c'est j'ai mon caractère. Parce que j'ai mon caractère. Il est comment votre caractère? Il est assez souple. Il est souple, hein. T'es pas balance pour rien, hein. Il y a 1 an et demi ou 2, en septembre, ça m'avait bien marqué, parce qu'il avait été vraiment odieux, et je le reconnaissais plus, quoi. Moi, je partais un peu en pleurs, j'arrivais plus à savoir quoi faire. Et je lui dis au médecin, j'ai dit, je suis en deuil blanc. Il me regarde, il me dit, non. Je lui dis, mais alors je suis quoi? Il me dit, vous êtes épuisé, inconsciemment, pas par le travail, mais par les paroles qui m'ont blessée. Et en fonction des mots, il suffit une journée de travail difficile ou un moment de fatigue, et on les prend au premier degré. On ne comprend pas l'attitude, on ne comprend pas pourquoi ça, alors que je me plie en 4 pour que tout soit parfait, essayer de faire le maximum, et avoir ça en retour, ça se digère mal. Et dans ces moments-là, on ressent quoi? De la haine. De la haine. Ouais. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'on devient la vilaine, la maltraitante, tout ce qu'on veut. Et pourtant, je le garde encore. Il y a une reconnaissance. Et moi, j'attends rien en retour, quoi. Moi, ça me... Truc tout bête, hein. Mon père, on s'est jamais dit « je t'aime », sauf que depuis qu'il est là. Hein. C'est une relation que je dirais qu'on n'a pas tant que la personne est valide. Il n'y a pas ça. On se découvre. Hein. Ou alors on se redécouvre sous une autre forme. Un côté attachant que j'avais perdu en quittant la maison. Voilà, ce sont des bons moments à prendre et qu'il faut prendre, savoir les prendre surtout. Quand tu deviens aidante de tes parents, souvent on te dit « Ah, bah ça y est, hein, les rôles s'inversent, c'est toi qui deviens... Et en fait, moi, je ne veux pas du tout de ça, quoi. Je ne suis pas la mère de ma mère. Mais n'empêche qu'après, en termes de responsabilité administrative et de responsabilité... parce que ça, je suis très au courant du fait que je gère tout, enfin que j'ai cette charge, mais je veux pas de cette inversion, quoi. Comment on fait pour rester, du coup, fille d'eux dans cette relation-là? Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. C'est une très bonne question. Je suis pas du tout sûre de rester la fille de... En fait, je fais le fameux deuil blanc de mes 2 parents, quoi, en fait. Parce que mon père me reconnaît et me nomme comme sa fille, mais il n'a plus du tout de geste... Enfin, il n'a plus de... Bah oui. J'ai plus de geste de sa part de fille d'eux. Enfin, alors, est-ce que... Du coup, ça pose la question, comment on est fille d'eux? J'étais en train de penser à mes anniversaires, j'ai plus de cadeaux de mes parents, tu vois. C'est complètement... Mais ma mère, pareil, comme elle ne peut plus parler, elle a fait un AVC costaud, elle est maintenant aphasique sévère. En fait, tu rencontres une nouvelle maman. J'ai un nouveau papa et une nouvelle maman. Voilà. Ou alors, ça c'est quand t'as super la pêche, et puis quand t'as pas la pêche, tu dis bouh, mon papa est mort et ma maman n'est plus ma maman. Voilà. Tout d'un coup, tu es confronté à une telle vulnérabilité et à une telle prise de conscience de l'échelle humaine, de la finitude, de tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, moi, la tendresse, elle m'est venue, du coup. Et je m'aperçois que je les accompagne c'est la dernière période de leur vie, quoi. Donc, du coup, la tendresse, elle est venue. Et je pense qu'elle est venue aussi par la découverte du fait qu'ils sont vieux, quoi, et que c'est des personnes âgées. Comment vous vivez-vous que Denis soit dépendant de vous? Bon, tant bien que mal, quoi. Je dirais oui, tant bien que mal. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Mais bon, des fois j'en ai ras-le-bol parce qu'il y a trop de choses à faire, mais quelque part ça ne me... Enfin, pour l'instant, ouais, on va dire que ça me déplaît pas trop. Bon, ce qui me déplaît un peu, c'est quand je lui dis des choses, il faut que tu t'arrêtes. Je le vois quand il est fatigué,
Il a les yeux qui se plissent, le visage qui se ferme. Et là, je lui dis, il faut que tu t'arrêtes. Ouais, je m'arrête. Une demi-heure après, Denis, mais il n'écoute pas. Et c'est pas moi qui va écouter. Et c'est toute la journée, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, et si vous voulez, c'est un peu, je vais le dire un peu méchamment. Non, c'est pas méchamment, mais gentiment. C'est un peu mon enfant, qui est adulte aussi. Mais ça, voilà, il m'obéit pas. Et il me dit, mais je suis assez grande de savoir ce que j'ai à faire. Dans ce cas-là, non. Mais du coup, vous êtes mari et femme et vous disiez, c'est comme si j'avais un enfant quand même. Un petit peu. Là, oui. Mais un enfant, mais bon, un enfant comme ça. Mais après, il a son rôle de mari quand même dans les relations qu'on a, comment dire, affectueuses, quoi. Voilà, il est affectueux comme un mari doit être affectueux avec sa femme, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, je le gère comme si c'était fais attention à ci, fais attention à ça. Après, il a son rôle en tant que mari, quoi. Voilà, il n'est pas tout le temps un enfant. Non. Vous diriez que votre relation de mari et femme, elle a changé ? Elle a automatiquement un peu changé, puisque j'ai un peu plus de responsabilités, mais bon, c'est lui l'homme, c'est moi la femme. Hein. C'est pas... Je joue pas le rôle d'homme et de femme en même temps, quoi, voilà, non. Alain et moi, au moment où on s'est rencontrés, on avait le même métier. On était consultants en management. Nous sommes mariés depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas, mais je crois que c'est 30 ans. C'est pas moins. Hein. Mais c'est très fragile tout ça. Je crois quand même qu'il n'en peut plus de moi. Il ne le dit pas, mais je sens qu'il me lâche. Je n'ai pas tellement à m'inquiéter, mais c'est une inquiétude quand même. Que je sois léguée à je ne sais pas quoi dans mon état. C'est sûr que quand je lui parlais de ma réalité à moi, il fait des choses comme ça. Peut-être pour m'encourager à vivre, je ne sais pas. Et oui, certains jours, et les personnes avec qui je vis, les personnes que j'aide, j'ai la colère, j'ai envie de l'envoyer promener. Et ce n'est pas de la maltraitance vis-à-vis d'elle, c'est pas un manque d'amour, c'est marquer mes limites. En ce moment, c'est trop dur. C'est cette question stupide, est-ce que tu m'aimes encore ? Oui, bien sûr. Hein, et pour autant, aujourd'hui, dans ce comportement-là, ça m'énerve. Ça nous met devant la fragilité de la vie et devant la perte de quelque chose qui était précieux et que je pensais pouvoir entretenir encore quelques années. Je suis terriblement jalouse d'Alain. Dans sa santé, là, il est très gracieux, comme vous le savez bien. Ça se sent tout de suite. D'autant plus qu'Alain prend bien soin de son corps, comme je faisais avant, et qu'il est plein d'énergie. Et toutes mes amies sont ses amies maintenant. C'est très dur pour moi de vivre tout ça. Il vit encore. Je t'ai aimé. Je continue à aimer cette personne que j'ai rencontrée. Et en ce moment, en face de moi, je n'ai plus cette personne. Je ne peux pas dénier. C'est évident, tu n'es plus ce que tu étais à l'époque. Et je ne parle pas d'étreindre ton visage, de tes rides, de tes épaules qui penchent en avant ou de ta ceinture abdominale qui se relâche. C'est pas ça. Je peux avoir un amour intense encore avec Patricia, mais il ne se ravive pas dans l'intimité des corps. Je me suis surpris, il n'y a pas 10 jours. Je l'aide à se lever, je la tiens à un moment donné stable debout. Et au lieu de la tenir stable debout, je l'ai enlacée, je l'ai embrassée comme ça. En le faisant, je me surprends à me dire « Waouh, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça ». Et puis c'est pourtant un geste tellement simple, tu vois. L'autre jour aussi, en m'approchant du lit, je passe un bras sous son cou et je passe l'autre bras le long de son dos, comme ça. Et c'est pareil, je n'avais pas fait depuis un temps déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on perd le geste ? J'ai des éléments de réponse. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse. J'ai des éléments de réponse. J'ai fait, 7 ans, 8 ans, 10 ans des massages bien-être à Patricia. Elle ne voulait plus personne d'autre pour lui faire des massages. Et avec le kiné, on avait envisagé que oui, je pouvais très bien la masser un petit peu.
Et puis, quelque part, il y avait une partie de moi qui me disait non, tu médicalises pas, tu restes à l'extérieur. Il y a besoin, on aménagera le passage du kiné, on verra. Mais c'est un geste médical, je veux pas. Ça veut dire que je rentre dans l'équipe, tu vois. C'est l'absorption. L'équipe, elle se relaye 3 fois par jour pour faire les 24 heures. Et elle prend des congés le samedi et le dimanche, et elle prend les congés payés. Comment vous avez vécu ça, l'arrivée de la maladie? Je l'ai vécu parce qu'il fallait le vivre, et puis donc je le fais avec. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'est la douleur. Je n'avais jamais réalisé à quel point la douleur pouvait bousiller votre vie. On ne peut plus faire la même chose et on a mal. C'est pas sympa de vieillir en changeant trop de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire. C'est ça le plus difficile quand on vieillit. Et puis après, comme il a beaucoup souffert, il a beaucoup changé de mentalité et tout. On s'est toujours très très bien entendus tous les deux. On a toujours été très très d'accord. On s'est toujours très bien aimés. Alors que là, depuis qu'il souffre beaucoup, il est un peu agressif. Mais je le comprends. Je comprends que c'est sa maladie qui fait tout ça. La douleur me rend agressif. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux plus faire et ça me rend agressif. Et votre agressivité, elle se manifeste comment? Une mauvaise humeur. Ma femme, elle le subit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est évident. Mais bon, ne pas le reconnaître, c'est voler la face. Vous arrivez quand même à être effectivement lucide là-dessus? Oui, lucide, mais par contre assez inefficace. Et j'ai lu une étude qui disait qu'effectivement, les couples de gens âgés, il y avait quand même un nombre important de parkinsoniens et un nombre important qui se séparaient. Et comment vous le vivez, vous? Je le vis J'ai beaucoup changé, moi, depuis 2 ans. Déjà, mon comportement avec lui, c'est qu'il fasse des choses obligatoires alors que des fois, il ne veut pas. Alors, on se dispute. Quand je lui dis « Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Pourquoi tu ne veux pas prendre ce médicament ?» Je lui dis « Pourquoi tu ne prends pas ta canne? Pourquoi tu ne fais pas attention ?» Je sais qu'il n'est pas d'accident, voilà. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il souffre, qu'il ne fasse pas attention à lui. Donc après, depuis qu'on a eu les aidants, ça va mieux parce qu'au moins je sais que c'est bon. Il les lavait tous les jours, on s'occupe un peu de lui. Et lui, il écoute plus les autres personnes que moi. Moi, maintenant, il ne veut pas trop m'écouter. Les intervenants, ils n'ont pas de parti pris, en principe. Et puis, il n'est pas concerné. Donc, s'il n'est pas concerné, il ne va pas avoir une solution à laquelle il va s'accrocher. Il est capable de faire des ouvertures. Un partenaire est trop lié pour avoir un esprit dégagé, pour avoir un esprit libre. Il ne peut pas être objectif. Et votre agressivité et les douleurs, vous les exprimez aussi aux professionnels? Non. On prend quand même des précautions avec un professionnel qu'on prend peut-être moins, c'est regrettable, avec un conjoint. C'est un peu du laisser-aller, c'est un peu de la négligence. Les docteurs m'ont dit, il ne faut pas le laisser tout seul. Il faut toujours que vous soyez avec lui, parce que chaque fois, s'il tombe et qu'il ne peut plus se ramasser, il faut toujours être avec lui. Et lui, des fois, il me dit, non, moi j'en ai marre, je voudrais être tout seul. Mais je le comprends que des fois, il a envie d'être tout seul. Je comprends qu'il n'accepte pas son nouvel état. Maintenant, il y a un effet pervers. On finit par faire tout ce qu'on fait avec la femme et on devient dépendant. Ça pose le problème des gens qui vivent ensemble, dont il y en a un qui commande toujours et l'autre qui fait toujours ce que l'autre dit. On perd d'autonomie et puis on ne le vit pas toujours bien. On n'est pas fait pour faire 100% de son temps avec ou pour quelqu'un. On devient dépendant au niveau fonctionnement. Et ça pose problème. Donc la différence se fait entre les couples qui décident de vivre leur activité, qui sont plus vulnérables au niveau physique peut-être, et les couples qui décident de faire le moins de choses pour avoir le moins de problèmes et vivre le plus longtemps. Chacun fait son choix. Et du coup, vous, c'est quoi le vôtre? Le premier. Vivre intensément, parce qu'il me plaît. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Oui, moi j'aimerais bien vivre intensément, si on pouvait mieux. Oui, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit là. Oui. Un couple aidant-aidé est véritablement un couple fusionnel. Moi, je n'aimais pas trop la fusion dans le couple, mais on est devenu fusionnel par la force des choses. À la fois aussi, il ne faut pas se perdre non plus, parce que dans la fusion, on se perd un peu aussi. Mais bon, je crois aussi que voilà, le couple aidant-aidé, c'est une entité. C'est ça aussi qui va provoquer la douleur, parce qu'on sait que la séparation va être
inévitable. Nous en sommes, je dirais, à ce moment. Parce que l'aidant est mal aidé. Qu'est-ce que je demanderais, moi ? J'aurais bien aimé un répit, mettons 2 semaines dans un trimestre. Impossible. En 1 an et demi, j'ai été 4 jours sans Claudia. Voilà. D'accord ? J'en suis actuellement au point où tous les aspects de ma vie à moi, de ce qui me constitue, de ce qui fait ma vie, ne peuvent plus exister. Je ne suis plus qu'aidante. À la limite, je pourrais avoir du temps, mais mon cerveau, il est cuit, là. J'ai bientôt 75 ans, ça va. Mais je suis en danger. Ma patience est usée, quand même. J'ai beau faire tout ce que je peux, aller faire du vélo pendant 2 heures à fond la caisse ou des trucs comme ça, j'en peux plus, quoi. Son état, peut-être, ne le nécessiterait pas complètement. On s'imagine toujours qu'on va les placer en EHPAD quand ce seront des légumes. Mais je m'aperçois que non, ça ne peut pas être comme ça, quoi. Moi, je suis en perdition, donc c'est tout. Et égoïste, pas égoïste, je m'en fous. Mais ma vie, elle compte. De toute façon, je m'en arrange peut-être d'une pirouette, mais si ma vie ne compte pas, l'aider ne compte plus. Si moi je disparais, elle disparaît. De quelque façon que je disparaisse, elle disparaît, c'est évident. Je ne me sacrifierai pas. Une vie en vaut une autre. Je me suis posé des limites. Il faut s'en poser, et je les ai posées. Alors bien sûr, à quel moment je me dirais c'est plus possible, là je laisse ma peau, c'est plus possible, on ne peut pas le savoir. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand de soi ? Pas jusqu'à quand du temps, jusqu'à quand de soi. Comment tu te sens de les avoir accompagnés ? Fière, contente de moi. C'était un bonheur de le ramener. Ça a été un bonheur parce que je culpabilisais quand même. Mon père, c'est pas quelqu'un avec qui je communiquais, il n'y avait pas d'amour. Après, ça a été de la tendresse quand il est arrivé. Et on rigolait parce que mon père, je disais à haute voix, qui veut boire un coup ? Et mon père répondait, waouh ! Alors que les 3/4 des personnes qui ne connaissent pas auraient pu dire c'est un légume, il ne réagit plus. Je mettais de la musique, je savais qu'il aimait danser, et là on voit le pied qui tape le rythme. C'est des bêtises, mais c'est énorme, quoi. Donc c'était un bonheur de le couconner, de le mettre dehors, voilà. Par contre, je ne juge pas les personnes qui placent. Il ne faut jamais promettre. Moi, j'avais promis à ma mère, mais il faut faire ce qu'on peut. Il ne faut pas promettre sur l'avenir parce qu'on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est la phrase que je déteste, mais je vais l'employer quand même, la formule. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir accompagné mon père, d'avoir accompagné ma mère, d'avoir vu leur souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis maintenant, là, j'ai un vide. Puis je ne sais pas ce que je vais faire. Donc pour l'instant, mon objectif, c'est de finir de vider la maison de ma mère, de régler tous les papiers de ma mère, et puis après, de bouger un petit peu, d'aller prendre l'air. Je ne sais pas s'il y aura d'autres combats, où la vie est pleine de surprises, on verra. Donc l'avenir sera une surprise. Ce que je fais n'est pas sacrificiel, quoi. Je le pose pas du tout comme ça, et quand j'entends des gens dire je pourrais pas du tout le faire ce que tu fais, je dis mais alors mais tant mieux que ce soit dit. Il y a aucune volonté de ma part d'exemplarité. Enfin, je sais pas comment dire, vraiment, mais pas du tout, quoi. Je suis fière de la possibilité d'accorder ce que j'accorde comme temps de vie chouette à ma mère d'un côté, et de ce qui s'est passé de façon plutôt doudou avec mon père, je me dis que c'est chouette. En tout cas, souvent, en ce moment, je me dis, des fois quand j'ai la tête dans le guidon, je me dis, oh là là, dans 10 ans, je me dirais, chouette, je l'ai fait. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, donc voilà. Après, le rôle d'aidant, je crois que quand il est arrivé, quand il a été nommé pour moi, et quand j'ai compris ce que ça revêtait, je crois qu'à la fois, il y a eu un côté pathos de me dire oh là là, oui, effectivement, ça vient nommer le fait qu'il va falloir que je fais tout ça et que c'est ça les tâches, etc. Et en même temps, ça a ouvert une espèce de confirmation de statut, entre guillemets, qui venait ouvrir un accès à plein de possibles super chouettes de partage, et de réaliser qu'en fait, oui, il y avait une utilité sociale à ça,
Et c'était porteur de sens, à nouveau, et c'était pas que du pathos, et pas que un rôle ingrat et non valorisé, non valorisant, quoi. Donc le fait, pour moi, d'avoir posé aidant, ça a ouvert l'accès à d'autres, à des partages, et donc à la valorisation de ce que ça recouvre, et comment ça te permet de goûter mieux ce qui se passe à côté quand ça va bien. Enfin, ça a ouvert tout un tas de champs chouettes de philosophie, de fierté aussi, par plein d'aspects, de se dire, ouais, je le fais bien, il y a de la douceur. Donc voilà, donc c'est pas que du pathos du tout. Ça l'a été au démarrage, hein. Et un des aidants du village d'à côté me le dit souvent, et c'est devenu une phrase culte pour nous, c'est un chemin de sagesse. Alors des fois on le dit en rigolant parce qu'on n'est pas des bouddhas, hein, mais c'est notre chemin de sagesse. Et effectivement, je crois que réellement ça en est un énorme, quoi. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Beaucoup d'enrichissement personnel sur ce que peut être une relation, justement. Finalement, l'avantage de ces parents qui ne meurent plus à 65 ans, mais à 95, c'est qu'on voit mieux la déchéance. Et là-dessus, le fait d'être aidant remet les valeurs à leur place aussi. Voir ses parents d'une autre façon, voir l'humanité et puis la façon dont un pays gère aussi. Comment ça s'est pris en compte dans l'avenir d'une nation ? Au niveau de la société, on se dit, mais comment on valorise nos aînés dans notre société, quoi. Je veux dire, c'est comment on tire richesse de leur expérience, comment on les accompagne justement quand leur faculté diminue. C'est des choses qui sont énormes, ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le statut d'aidant ? Il y a des choses positives. Je ne savais pas vivre dans le présent. Je vis dans le présent. Je dois dire que la réalité peut-être du présent n'est pas très agréable, mais moi j'apprécie beaucoup de vivre dans le présent. Ensuite, je crois qu'un autre point important, c'est aussi la redécouverte de l'autre dans sa fragilité et sa faiblesse. C'est pas complètement négatif. Je crois qu'il est important de dire aussi qu'il y a une expérience unique et qu'il y a un lien profond qui se crée avec l'idée. Je crois que c'est un lien qu'on ne doit pas beaucoup rencontrer dans une relation, en tout cas amoureuse. Je sais pas, moi j'ai eu pas mal une vie un peu mouvementée effectivement, mais j'ai eu des liens profonds avec des personnes, mais je crois que le lien que j'aurais développé avec Claudia dans cette situation sera un lien unique. On se pose un peu des questions sur finalement, surtout quand on a eu un peu de sens dans sa vie, dans son métier, tout ça, un peu ce qu'on fait, quoi. Et bien, je vais vous dire que je ne me pose plus ces questions, que j'ai retrouvé certainement du sens à ma vie, je ne sais pas lequel, parce que c'est quand même pas ça, que tout d'un coup je redeviens excessivement active, intellectuellement, physiquement peut-être plus en forme que j'aurais pu l'être, ou je ne sais pas comment le dire, même si je suis épuisée d'une certaine façon, je suis fatiguée, voilà. Mais malgré tout, il y a un élan vital que j'ai retrouvé avec ça. Et ça, je ne le comprends pas. Peut-être la nécessité de vivre pour deux, d'avoir un élan vital pour deux, de tout ça, je suis dans ça. Ça fait du bien aussi de se dire, mais quand même, j'en tire un bénéfice personnel aussi, à un prix cher payé, mais peut-être que ce bénéfice-là, en vieillissant tranquillement à côté de Claudia, qui vieillissait tranquillement à côté de moi, n'aurait pas été là. Et franchement, cette façon d'être dans le présent, d'avoir cet élan de vie pour une cause ou pour une autre, enfin peu importe, en dépit de tout, en dépit d'être aidant et de n'être reconnu que comme aidant, ce ne sera pas une expérience négative. Soi-même, on a parfois un déni de ce que nous faisons. On dit, mais non, c'est pas possible que je... Et arriver à la place de l'autre, c'est un peu compliqué, même si, des fois, on peut se dire, tiens, et si c'était elle qui fasse ceci ou cela, comment j'irais? Je comprends quand même une partie de
des difficultés qu'elle peut vivre. Ce qu'il a dit, se mettre à la place de l'autre, c'est vrai qu'il a raison. Jamais il me l'a dit ça, vous voyez. Il en parle là maintenant, de me mettre moi à ta place à toi, ou vice-versa. Ça fait réfléchir. Je ne sais pas si les aidants, puisque se mettent à la place de l'autre. Je reconnais que ça, c'est une parole, à mon avis, une parole qui a du sens et qui a du poids, ce que tu as dit. Mais je crois qu'on a parlé comme on n'a pas souvent parlé comme ça. Et donc, c'était une bonne chose. Oui, parce que quand on vit ensemble depuis 5 ans, voilà. 52 ans. Le fait d'avoir eu cette conversation un peu zoomée, bon, il y a quelque chose qui t'a étonné ou qui... voilà. Mais t'as peut-être pas les réponses, c'est à chaud. Hein. Ouais, c'est à chaud. De l'aimer autant. Et qu'il y a des trucs qui touchent, quoi. Et heureusement que je t'aime. Tu m'aimes, papa? Bien sûr. Je visualise pour l'instant une sorte de pont. C'est en même temps un arc-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Peut-être parce que vous faites vraiment de votre mieux pour faire un pont vers moi. Dans une certaine forme, je m'interdis de dire ce que je ressens. Mais finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Dans la mesure où quoi que ça soit peut me faire du bien, vous l'avez fait. Puis c'est bien ce que vous faites, je trouve. De vouloir garder des traces de comment on vit cette relation à deux. Et j'ai l'impression que si je dis quelque chose, ça sera retenu comme au moins ma vérité, même si c'est difficile. Merci pour votre accueil. On sait par expérience que c'est pas facile de prendre la parole tout de suite à chaud. Alors on propose au public des mots, de prendre la parole juste avec des mots de qu'est-ce qu'ils viennent de vivre à travers le film. Est-ce qu'il y en a qui sont inspirés, qui ont envie de juste lancer un mot à la salle ? Sans micro en plus. Hein. Si. Bienveillance. Ok. Authenticité. Chaleur. Émouvant. Touchant. Magnifique. Patience. Accompagnement. Invisible. Lien. Amour. Ouais. Confiance. Conscience. Okay. Normal. Normal, point d'interrogation. Ok. Et on a affiché les portraits donc de tous les binômes et trinômes qui sont apparus dans le film. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement interpellé, marqué? Et si oui, pourquoi?
Moi, j'ai remarqué beaucoup, j'ai l'habitude de l'accompagnement tous azimuts, professionnel et familial, mais j'ai remarqué, je remarque toujours, et là encore plus nettement, que ces discussions sont magnifiques. Le montage est très bien aussi. La différence entre un couple qui s'accompagne l'un l'autre et les enfants. D'abord, les enfants, parfois, ils ont le choix. Il y en a un qui est dédié un peu à ça. Ils partagent, puis c'est pas la même génération, c'est pas la même relation. C'est très bien montré dans le film. Et puis quand on est conjoint, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne va pas s'en aller. On serait à un parti plus tôt, peut-être, mais si on avait su. Peut-être que maintenant, on va vous demander de faire un dosage dans le liquide céphalo-rachidien avec le bulletin de santé pour le mariage. Avant, c'était le test HIV, mais maintenant, ça peut changer. Mais bon, cela dit, c'est engageant et c'est un rude chemin. Parce que, en tout cas, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer et des maladies qui handicapent beaucoup la personne et qui la transforment, on se dit fidèle à quoi ? On est fidèle parce qu'on est engagé, parce que on a le sens de l'engagement et parce qu'il y a tout le passé de l'amour. Mais il y a des jours, c'est pas facile. Voilà, et ça, c'est bien, c'est dit dans le film aussi. C'est vrai qu'ils sont très beaux et ils sont très humains, et comme on l'est tous, et il faut se le pardonner. Moi, ce que je retire de l'accompagnement de mes proches, c'est beaucoup de regrets, mais un peu de fierté quand même. Mais un petit ? Un peu de fierté. Beaucoup, j'espère. C'est peut-être très cliché ce que je vais dire, mais pour répondre à votre question du couple le plus marquant, je pense que la question de Dominique et Claudia, je la trouve pertinente dans le sens où on a beaucoup milité pour que pour que les personnes d'un même sexe aient accès au mariage. Et la contrepartie de ça est qu'on en a fait quelque chose d'un peu peut-être idéalisé ou qui finit toujours bien. Ou en tout cas, comme c'est nouveau, on n'a peut-être pas eu encore l'occasion de toucher ou d'aller se mêler de comment ça peut finir ou évoluer. Et je trouve que du coup, c'est pertinent dans ce film-là de le placer aussi, d'autant plus que ça a probablement dû toujours exister et que juste là maintenant, c'est nommé comme quelque chose de réel et c'est bien. Oui. Et on excuse Dominique, c'était la personne qui devait nous rejoindre, mais vous l'avez vu avec un chien dans les photos et donc son chien a été particulièrement aidant suite au décès de Claudia et il s'est blessé juste avant la projection, donc elle est chez le vétérinaire. Là, voilà, donc on l'excuse. Merci en tout cas, on lui adressera vos pensées sur ce que vous avez pu dire. Oui, j'avais envie de dire que dans le documentaire que vous avez réalisé, j'ai été très touché par le fait qu'il y avait en même temps beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de sincérité dans les mots qui étaient dits, aussi bien par les aidants que par les aidés, dans leur découverte et dans leur capacité à pouvoir mettre des mots sur les émotions qu'ils ressentaient les uns et les autres, qui sont finalement, dans la vie de tous les jours, souvent des émotions un peu cachées, et qui là pouvaient se dire, et se dire avec tout ce que ça pouvait entraîner de réaction chez l'autre, mais toujours avec effectivement du respect, de la confiance et de l'amour tissé dans la relation, que ce soit de l'amour filial ou de l'amour marital. Et, voilà. J'ai trouvé que le documentaire le montrait très bien. Et moi qui ai travaillé avec des enfants toute ma vie, et en particulier avec des très jeunes enfants, je trouve que c'est très beau de voir comment le début de la vie et la fin de la vie se retrouvent dans ce qui est quelque chose du vécu émotionnel, sans qu'il y ait forcément beaucoup de mots portés dessus, et qu'il faut être dans une grande compréhension des émotions qui sont retransmises par le corps, par les attitudes, voilà, et des choses très semblables à ces deux extrêmes de la vie qui sont quand même assez mal menées dans notre société actuelle. Voilà. C'est vrai qu'ils le retransduisent aussi beaucoup, que quelque part avec le fait d'être aidant et aidé, on n'est plus que dans l'être et plus dans le paraître, et qu'on touche l'essence même des personnes.
Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire que c'était un parti pris du film. Effectivement, on a été voir uniquement des aidants et des aidés de personnes âgées, mais que bien sûr, être aidant, c'est aussi être aidant de jeunes enfants notamment. Et dans ces prises en charge de pathologies neurodégénératives, on a l'habitude de dire que la difficulté pour les aidants, c'est qu'ils ont souvent élevé leurs enfants et appris à leurs enfants à évoluer, à grandir, à devenir autonomes. Et que dans les maladies neurodégénératives, on est dans l'autre sens. On est dans la perte d'autonomie, la perte des capacités. Et toute la difficulté des aidants, c'est parce que leur proche désapprend et qu'on ne peut pas leur réapprendre parce que la fonction cérébrale, elle est cassée. Et tout le travail de l'aidant, il est là. Accepter en fait que je ne vais pas pouvoir lui réapprendre à faire les choses et qu'il va falloir que moi, en tant qu'aidant, j'apprenne à agir différemment pour qu'il y ait un minimum d'autonomie qui perdure à domicile. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit la personne âgée aux urgences, c'est une catastrophe. Je pense que ça doit être étendu à l'aider aux urgences, c'est une catastrophe. Alors là, je ne veux pas développer ça parce que c'est un des aspects, mais on est quand même dans une maison ici qui s'occupe de la pédagogie du soin et du traitement. Et il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'acceptation de l'aidant par les professionnels. Les professionnels, ils commencent à accepter le patient, comme acteur. Par contre, l'aidant, c'est beaucoup plus compliqué. Et là où les services, dans des établissements de santé, les services se sont ouverts aux aidants, il y a un service, pas ici, partout, il y a un service qui s'est fermé ces 20 dernières années aux aidants, c'est les urgences, pour des tas de raisons, mais ça mérite qu'on se focalise avec les professionnels des urgences sur cette situation. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment problématique de faire comprendre que l'aider ne marche pas sans l'aidant et encore plus aux urgences, que si on va donner des préconisations à l'aidant, il ne va pas les retenir, à l'aider, pardon, il ne va pas les retenir et du coup, ça n'aura aucune emprise pour les suites, mais la porte est encore bien fermée aux aidants et d'autant plus le post-Covid a été pire que tout dans l'entrée des aidants dans les urgences. Alors de plus en plus, il y a quand même une politique de cette prise en charge de ces pathologies-là, de se dire on évite le plus possible aux urgences ou en tout cas on ne le laisse pas aux urgences, on essaye de le transférer assez vite dans un autre service pour qu'il y ait une prise en charge un peu plus soutenue et adaptée à ces besoins-là. C'est-à-dire qu'il faudrait penser pour les professionnels de soins, à partir du moment où ils accueillent quelqu'un, c'est que cette personne est aidée, donc il y a forcément un aidant derrière. Et cette préoccupation de se dire si cette personne a besoin d'aide, est-ce que l'aidant est en capacité de le faire? Est-ce qu'il sait qu'il va devenir aidant? Et comment aussi je peux l'accompagner? Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau à impulser, qu'il y ait l'attention pour les deux, parce que si l'aidant ne tient pas, l'aider ne peut pas tenir non plus. Et c'est aussi nommé par Sébastien dans le film, le fait de dire que c'est parce qu'un professionnel de soins lui a dit le mot, l'étiquette aidant, qu'elle a pu se considérer dans un statut à part entière. Et l'importance de nommer aussi, et ça relève aussi, je pense, des professionnels de soins, de dire vous êtes aidant. Parce que tant qu'on ne s'est pas nommé en tant que tel, il y a aussi des personnes dans le film qui disent que c'est normal, on n'a pas accès à tous les possibles quand on est aidant, d'aide au répit, de plein d'aides qui existent, mais il faut être conscient qu'on l'est. Et je pense que ça relève de la responsabilité aussi des professionnels du soin de nommer, tout simplement. Voilà, peut-être pas d'accompagner, mais en tout cas de le nommer. D'identifier, ouais. Bon, je vais profiter de votre question pour rebondir. Donc, je suis le président de Française Elmer, héros. Donc, je remercie déjà Pauline pour son initiative. Disons, vous avez vu qu'on était partenaires. Donc, il y a des familles qu'on accompagne qui sont dans le film et Aurore qui est également, disons, et travaille régulièrement avec nous. Alors, sur le point des urgences, j'étais à Paris là, les 3 derniers jours, là on a fait un colloque, depuis longtemps on se bat là-dessus, et on vient d'obtenir des résultats, c'est-à-dire qu'en définitive, il va y avoir des protocoles
qui sont initiés par nous à travers toutes les urgences sur l'acceptation de l'aidant quand le malade arrive. Bon, il sera considéré un petit peu comme un auxiliaire de soins, puisque la question, quand on pose des questions au malade, il est incapable de dire où il a mal, quoi que ce soit. Donc ça on vient de l'obtenir. Et à partir de maintenant, disons, il y a une démarche nationale. Nous, ici, avec le CHU et les cliniques qui ont des urgences, ça sera plus facile. Et notamment, disons, vous savez que maintenant, il y a des infirmières de pratique avancée qui sont mises en place. Et ces infirmières de pratique avancée seront, disons, les premières à être un partenaire à l'intérieur des médecins pour faire cela. Parce qu'on vient aux urgences, le malade d'Alzheimer, il vient aux urgences comme un autre malade. Il vient pour des pathologies associées et il ne vient pas pour la maladie d'Alzheimer quand on vient aux urgences. Donc là, c'est une prise en charge. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle que je peux vous communiquer. C'est qu'on pense que dans les... Allez, faut que ça avance, mais on peut dire que dans les 2-3 ans, très certainement, on aura une grosse amélioration de ce côté-là. Et l'aidant sera reçu dans les box, pourra rester avec, parce que ce que vous signalez, on avait eu nous beaucoup de problèmes, où on retrouve des gens qui décompensent, on les retrouve avec des contentions, on les retrouve, donc toutes ces difficultés que tout le monde les a vécues, plus ou moins on a tous une expérience. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé, mais c'est souvent comme ça. Donc voilà, donc ce que je peux vous informer par rapport au point que vous avez soulevé, on avance, et là c'est du concret, puisque c'est accepté par rapport au corps médical, l'HAS, etc. J'en profitais, je voulais faire peut-être un compliment sur le film. Vous avez commencé en le présentant en disant que vous n'alliez pas parler des difficultés des aidants. Et j'avoue, je me suis dit de suite, surtout en tant que personne moi-même lourdement dépendante, ça y est, on va encore nous sortir la soupe de l'aidant super gentil, qui fait tout bien, et parce que, oh là là, le pauvre, c'est tellement difficile, regardez comment il travaille bien. Voilà, banco, ça y est, on a fini le film. Et du coup, bon, heureusement, c'est Pascaline qui organise ça, donc je me suis quand même dit, ça m'étonnerait que ça soit entièrement ce truc-là, et je vais regarder quand même, et je vous remercie parce que, vous le dites que vous ne l'abordez pas, mais les difficultés, elles sont abordées, vraiment, elles sont abordées honnêtement, peut-être juste. Elles ne sont pas nommées comme telles, et c'est peut-être d'autant plus pertinent parce que justement, ça évite cette fameuse soupe qu'on reçoit quand on est aidé et qu'on en est conscient de « Oh là là, le pauvre aidant, regarde ce que tu lui fais subir », et qui du coup viendrait justifier que parfois, il fasse des choses qui ne soient pas convenables sous prétexte que c'est tellement difficile. Ce qu'on a eu notamment depuis l'histoire du Covid et des aidants à domicile qui avaient un travail tellement difficile, sauf que maintenant que c'est acté, du coup, c'est tellement dur qu'on leur impose même plus d'avoir à le faire bien. Merci pour votre retour. Oui, il y a une phrase qui m'a frappée de Patricia, qui disait « Je ne suis plus l'égale de personne ». Et c'est vrai que c'est une détresse qu'on perçoit qui est assez terrible, je trouve. Et d'ailleurs, on en retrouve l'écho dans les paroles de son mari. D'où l'enjeu de donner vraiment la parole aux deux et de les faire exister en tant que personne et pas que l'aidant qui peut effectivement peut-être parfois aussi du coup invisibiliser l'aider aussi. Ouais. Je tenais à vous remercier pour ce documentaire qui est profondément humaniste et réaliste, je trouve, sur la situation des aidants et des aidés. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est l'articulation, puisque, moi je suis médecin du travail au CHU de Montpellier, sur la question des soignants aidants. Ce qui est très bien, de Sandrine et avec son papa Robert, cette question de la limite et de la non-limite, qui je trouve est très justement abordée et qui relève aussi d'un débat de société. Alors déjà, je trouve dans l'articulation avec le monde du travail, parce qu'il y a un vrai sujet de société aussi sur meilleur équilibre aussi entre vie professionnelle, vie personnelle, et notamment dans la place des aidants, je trouve, et en particulier celle des soignants, qui est très justement représentée, je trouve, dans ce duo Sandrine-Robert. Elle est même capitale, cette prise en charge des soignants, parce que, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une question d'amour. Et entre la relation aidant-aidé, il faut que ça soit l'amour, la première chose la plus importante, et pas le soin. Et c'est vrai que le maintien à domicile implique un soin énorme, et l'aidant va se perdre dans ce soin-là, d'où l'importance absolue d'arriver à mettre des professionnels de santé à domicile
pour que l'équilibre de la balance soit maintenu. Oui, je souhaiterais prolonger ce que vous êtes en train de dire là les uns et les autres parce que ça me paraît une question centrale. Quand j'écoutais Monsieur le Président de France Alzheimer, j'ai tout à coup eu une interrogation qui m'est venue quand vous avez dit, monsieur, que les aidants allaient pouvoir être accueillis et considérés aux urgences comme des auxiliaires de soins. Je connais trop l'institution pour savoir que s'ils sont considérés comme des auxiliaires de soins, on va leur déléguer très vite des choses qu'ils ne devraient pas faire dans les urgences. Et je préférerais qu'ils soient accueillis comme des aidants et que les auxiliaires de soins et les soignants restent les soignants du patient qu'ils accueillent aux urgences. Voilà, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui est très complexe dans le débat et la place qu'on occupe. C'est-à-dire que très vite, on peut se voir déléguer tout un tas de choses que d'autres pourraient faire pour justement soulager les dents. Et donc, faisons attention, parce qu'effectivement, je viens de le vivre moi-même, ayant eu un accès refusé aux urgences, alors que je suis un ancien du CHU pour ma mère qui était hospitalisée. Mais soyons extrêmement vigilants dans cette situation-là, à ne pas faire que les choses s'inversent trop. Voilà, je crois qu'il faut mieux en être conscient avant qu'après. Je pense que l'enjeu, c'est de comment on considère l'aidant comme expert de la personne aidée, mais pas de soignant, effectivement, ou d'auxiliaire de vie, ou voilà, comment en fait il peut venir appuyer et aider le soin et le soignant, parce qu'il a cette expertise. On va peut-être pouvoir l'afficher. Tu as fait une fiche de poste de l'aidant et de tous les boulots auxquels il pouvait participer. Voilà, donc de s'appuyer juste sur l'expertise qu'il a de la personne sans lui demander effectivement de rentrer dans l'acte du soin. Tout à fait. C'est tout à fait un traducteur. Moi, j'ai l'habitude de dire que les dents, c'est le disque dur externe des malades, parce que c'est celui qui a les connaissances, c'est celui qui a les antécédents, c'est celui qui a les pathologies et qui est capable de dire. Et ce rôle-là, on ne pourra pas lui enlever. Mais je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas du tout le rôle du soin qu'il faut lui attribuer. Et le but de l'entrée aux urgences, c'est juste de dire, comme pour les enfants, c'est-à-dire l'enfant, on ne va pas le laisser en plan aux urgences tout seul, on va le mettre avec le parent. Un par un, malheureusement, pas encore les deux. Un jour, peut-être, on aura les deux. Mais au moins un parent qui est là pour témoigner. Pour un malade, c'est pareil. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse témoigner pour lui et recevoir aussi les informations. Le champ uniquement du questionnement, puisque la personne ne peut pas exprimer comment ça se passe, qu'est-ce qui a été ensemble. Et ça se limite à ce champ-là et non pas à entrer, disons, à la place de soignants qui sont là. Ça se limite d'être sur la relation, mais déjà d'être présent, ça rassure le malade qui est dépaysé dans un box. Quand on le laisse tout seul et aux urgences, on sait qu'il n'y a pas de personne constamment avec. Donc c'est ça le risque, c'est effectivement d'aller sur toutes les difficultés d'être tout seul. Donc accepter simplement les dents dans le box à côté du malade, c'est déjà très important pour pouvoir prolonger, disons, l'ensemble. Et ça se limite au questionnement et pas à d'autres aspects. Moi, je suis dans mon papa aussi, je suis soignante. Et donc, je me retrouve pour un point on n'a pas très conscience, c'est le après. Quand la personne est partie, quand on l'a accompagnée, qu'est-ce qui se passe après et comment on peut accompagner les aidants dans ce actuel. Par rapport au côté soignant d'être infirmière, d'être travailleuse dans le général, et je dois rentrer dans un discours qui accompagne son papa. Moi, ça a été une découverte en fait. Alors déjà, je suis dans un cursus de formation. Et en fait, moi, pour moi, vraiment, la question, c'était être accompagnant des gens. C'était une découverte de la vieillesse de mon papa et de son entrée dans la vie. Et quand monsieur a dit quand ils arrivent aux urgences, la capacité, la possibilité de vous accompagner, moi j'ai peur de faire plutôt de rentrer dans mon rôle de soignant. Et c'est vrai que mon papa, il a encore, avant de rentrer vraiment dans la maladie, un jour j'étais dans ce système-là en me disant j'avais tout préparé, tout pour lui, viens papa, tu vas voir. Et lui, il m'a dit, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le laisser dans la vie. Et là, de coup, ça m'a vraiment entendu.
Mais c'est dingue, il faut toujours se repositionner. Et c'est au jour le jour, en fait. Donc, je vous remercie. C'était peut-être une question que j'avais envie de renvoyer justement sur votre témoignage, m'y fait penser sur le fait qu'il y a beaucoup de soignants dans la salle. Qu'est-ce que vous apprenez à travers le documentaire, voilà, qui vient peut-être éclairer quelque chose voilà, en entendant cette relation aidant-aidé, est-ce qu'il y a des prises de conscience ou des choses qui se sont passées chez vous en voyant le film, peut-être? Je voudrais dire que d'abord le film est magnifique, hein, tout le monde l'a dit. Il est centré, c'était normal dans votre position, il est centré quand même sur des aidants particuliers qui sont des aidants de personnes notamment atteintes de problèmes neurocognitifs. Sans faire de sémantique, il y a un terme qui est de plus en plus utilisé, c'est celui de proche aidant indispensable. Et le proche aidant indispensable, je pensais à la réponse sur je préfère ça à l'aidant expert. Parce qu'à un moment donné, celui qui est aidé, il ne peut pas vivre sans son proche aidant indispensable. Et c'est vrai aussi pour des situations qui ne sont pas simplement celles de celui qui vieillit. Moi, j'ai le témoignage d'un père, d'un adulte autiste, qui disait moi, quand j'accompagne mon fils à l'hôpital, je mets le pied dans la porte pour qu'on ne la ferme pas, et je dis, vous ne le prendrez pas sans moi. Là, je voudrais dire qu'il faut s'appuyer sur l'évolution qu'ont su faire les soignants dans certains domaines. Et alors, Laurent Lemaître parlait de son expérience en pédiatrie. Il apparaît à tout le monde que le parent, c'est un aidant indispensable pour le jeune enfant. Et pourtant, il y a 40 ans, les services de pédiatrie, ils chassaient les parents à partir de 16 heures en disant « vous ne restez pas ». Aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est quel est le parent qui va passer la nuit avec l'enfant. Donc ça veut dire qu'en se basant sur cette évolution perçue par les soignants à propos de certaines situations, il faut l'étendre à tous les statuts de proche aidant indispensables. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'importance d'identifier les dents en fait. Moi j'ai l'habitude de dire aux familles, si vous allez aux urgences, le premier mot que vous sortez, même si ce n'est pas le bon, c'est Alzheimer. Même si ce n'est pas la bonne pathologie neurodégénérative, parce que ce mot-là va marquer, et là, en tant qu'aidant, on va vous laisser la place d'eux. Si la difficulté souvent des accompagnements de personnes comme ça, c'est que ce n'est pas écrit sur leur front, quoi. Et même on le voit là sur les images, il y en a, ils sont très bien physiquement, ils sont bien, ils sont vifs d'esprit, ils sont capables de faire de l'humour. Enfin, il n'y a pas écrit qu'il y a un problème de perte d'autonomie. Donc à partir du moment où on arrive à placer un mot Alzheimer ou ce genre de choses, là, le soignant tilte. Sinon, ça ne marche jamais, jamais. Je voulais revenir sur la crainte de Monsieur Lemaître, à juste titre, du glissement en fait avec ces termes d'auxiliaire en santé ou d'aidant expert, etc. Enfin, faut rappeler quand même que le glissement, il existe déjà. C'est-à-dire que quand on va, dans les services, depuis le Covid, vous avez des affichettes partout sur le fait qu'il faut venir sans aidant. Pour autant, j'ai été un jour dans un service somatique qui n'avait rien à voir avec de la MPR. Ils ont appelé mon ami pour qu'il vienne me donner un coup de main aux toilettes parce que eux savaient pas le faire. Et quand il a dit qu'il devait partir, la première chose qu'on lui a demandé, c'est quand est-ce qu'il allait revenir. Alors que mes transferts, c'est pas sorcier, et je demande à plein de gens, non, c'est pas le métier de m'y aider toute la journée. Moi, pour répondre à votre question, Pauline, je suis ergothérapeute à la clinique Jean Léon à la Grande Motte. Qui est une clinique de rééducation gériatrique, et du coup, on est en contact avec des personnes qui sont accueillies, qui sont en perte d'autonomie fatale due à leur âge et surtout à leur pathologie. Et on est aussi en contact avec ce que disait Jacques. Il parlait de douleur. Donc en fait, c'est cette chose-là de les aider, se rendre compte qu'ils représentent une charge pour leurs futurs aidants ou leurs aidants actuels. Et en tant que professionnel de santé, on a en tout cas, j'ai beaucoup de mal à répondre en fait, à ce douleur et comment on peut répondre à ça, parce que on a des pertes d'autonomie qui sont clairement visibles et on ne peut pas passer
s'arrêter et de répondre à cette douleur. Alors oui, c'est parfait, vous êtes en part d'autonomie, on va devoir vous aider et que vous allez très certainement répondre et devenir une charge pour votre entourage. C'est vraiment cette douleur-là moi que je perçois au quotidien avec mon patient et j'ai beaucoup de mal à apporter des réponses. Moi, je vous avoue que je me remets ma casquette de psy, là, pour le coup, qu'une chose qui me paraît capitale dès l'annonce d'une pathologie, quelle qu'elle soit, neurodégénérative, ou en tout cas une perte d'autonomie, c'est de dire, OK, on a cette pathologie, ça va évoluer comme ça, mais là, vous êtes encore apte à dire et à choisir, donc on fait les directives anticipées. Et juste ça, juste arriver à poser avec la personne ces directives anticipées, c'est lui laisser le choix de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle a envie de ne pas faire, et de lui donner aussi ce sentiment d'une plus grande légèreté vis-à-vis de l'aidant, parce que c'est terrible pour un aidant de devoir choisir ce qu'il faut faire pour son proche, parce que le proche n'est plus capable de dire, et donc c'est vraiment un poids très très lourd. Mais à partir du moment où il y a les directives anticipées, on sait exactement ce que le malade a décidé, et on suit ce chemin-là, et que ce soit pour le malade ou pour l'aidant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement soulageant dans cette prise en charge. Donc, enfin, moi, je prêche ma paroisse, mais c'est vraiment quelque chose qui est capital pour moi, dès l'annonce d'un diagnostic, de dire, OK, bon, maintenant on est là, on fait ensemble les directives anticipées, et on les fait de manière très détaillée. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'est-ce que je fais de mon corps une fois que je suis décédée. C'est non, qu'est-ce que je veux comme soin, qu'est-ce que je ne veux pas, qui je veux chez moi, dans quelles conditions, jusqu'à quand je peux rester à la maison, à quel moment où vous décidez de me placer si c'est nécessaire. Et même si je dis non, sachez qu'à un moment donné, j'étais conscient et j'ai dit oui, et ne m'écoutez pas, faites-le. Même dans des directives, ça m'arrive de même préparer l'enterrement, même s'il a lieu 10 ans après, mais pour que ce soit très précis et que la personne elle ait encore la conscience et l'envie de dire ce qu'elle souhaite pour elle. Donc essayez ce genre de choses, vraiment ça, c'est lourd, c'est lourd à faire, mais ça marche très très bien. C'est plus lourd pour l'aidant que l'aider. Parce que l'aidant, c'est tout de suite le projeter dans quelque chose d'assez macabre, on va dire. L'aider, non. L'aider, il est déjà dans cette vision-là et il accepte facilement de le faire. Et surtout que les directives anticipées soient connues de tous aussi. Je crois qu'il y a accueillir la douleur quand même, ça c'est sûr, il ne faut pas la nier, mais il y a aussi, vous êtes en capacité de faire encore tout ça et de pointer aussi qu'est-ce que la personne est en capacité de faire encore et qu'il faut en profiter à ce moment-là. Et je crois que ça les remet aussi dans une posture d'être acteur. Et ça, les personnes ont besoin de ne pas être vues comme un malade et que ça va aller vers du pire, mais voilà, je suis encore acteur de ma vie et je suis encore en capacité de faire ça. C'est souvent ce qu'on fait aussi dans les collègues d'histoire de vie. Souvent, les personnes prennent conscience qu'il y a plein de moments où elles se sont arrêtées de faire des choses alors qu'en fait, elles en ont encore la capacité, la possibilité. Il n'y avait plus que la baisse de motivation. Et comment on vient impulser de la motivation pour dire OK, mais c'est peut-être pas encore le moment de renoncer parce que vous pouvez encore le faire alors que peut-être dans 2 mois, vous ne pouvez plus. Et ça a un plus du dynamisme, ça a un plus de la motivation et de l'envie de rester en vie aussi, quoi. C'est ce que j'aurais envie de répondre. C'est juste pour dédiaboliser un peu la notion de l'EHPAD, parce que là on voit un petit mot et puis on le met et on le retire parce que c'est trop horrible. Tous les EHPAD ne sont pas horribles. Il ne faut pas se culpabiliser à mort d'avoir tout à un moment donné être tellement out qu'on est obligé de passer la main à l'institution parce qu'on se devient très maltraitant. Moi je pense que ça arrive parfois. Vouloir à tout prix penser que la maison c'est l'idéal, c'est pas forcément vrai. Il y a des EHPAD qui sont bien, à nous aussi de faire bouger les lignes. Et c'est vrai que soit pour un séjour de répit, qui est déjà très important, bon ça c'est coûteux, parce que même s'il y a une petite allocation du CCAS, c'est ridicule par rapport au prix des EHPAD. Mais pour un séjour, pour le séjour définitif, je pense que ça sauve les meubles. Et ça permet de garder une relation qui redevient belle et bonne. Et je parle des enfants, mais je parle surtout des conjoints entre eux. C'est magnifique, on y va que pour lui ou que pour elle. Et on se sent bien dans notre peau, quoi. Et puis on peut s'occuper des autres de la famille, parce qu'il n'y a pas que celui qui s'en va. Oui, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, le mot culpabilité.
Et la culpabilité de l'EHPAD, elle est très importante. Ça pousse des aidants à aller au-delà de leur capacité. C'est dommage que du coup Dominique soit pas là pour en parler. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un peu un décalage finalement entre le témoignage et les photographies. C'est-à-dire que en 2 mois, en fait, du coup, Claudia a été hospitalisée puis est entrée en EHPAD, alors que la collecte du témoignage s'est faite au domicile. Et en fait, Dominique s'était aperçue que finalement, elle n'était plus qu'un binôme aidant-aidé et que ça avait un peu élagué en termes de relations sociales autour d'elle, parce qu'aussi, elles avaient des copains de leur âge qui n'avaient pas envie de se confronter à la maladie. Et l'entrée en EHPAD, en tout cas, a permis à Claudia de retrouver un rôle social. Elle s'est même positionnée presque en rôle de soignante au sein de l'établissement. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène, aussi bien pour Dominique qui a pu retrouver du souffle, que pour Claudia aussi de retrouver une vie sociale en dehors de son aidant. Voilà, donc c'est clair que souvent on minimise cet aspect de dire faut que le binôme aidant-aidé y tienne, et il faut que l'aidant reste entouré, mais l'aider et son entourage aussi. Et en ça permet une resocialisation aussi avec des pairs. Voilà, donc bien sûr, l'EHPAD n'est pas que à diaboliser, notamment pour l'aspect lutter contre l'isolement et l'aspect dynamique et vie collective. Et cet éclairage explique le décalage des discours de Dominique, qui au départ était très négative dans le début du reportage et ensuite avec beaucoup plus de peps. Ouais. C'est parce que donc elle est... Alors non, la collecte s'est faite en une seule fois. C'est-à-dire que c'est monté crescendo au fur et à mesure de l'entretien aussi j'ai un espace pour dire et un espace pour moi. Voilà. Donc son témoignage n'a pas été collecté après l'EHPAD. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un décalage. Alors c'était pas le même jour. Si, tout a été fait le même jour. Mais quand on a centré les questions, je pense, sur elle et ce qu'elle voulait vivre, elle, etc., c'est vrai qu'elle a ressenti un pouvoir d'agir aussi à ce moment-là. Ouais. Pour revenir sur les histoires des EHPAD aussi, on s'est rendu compte que les aidants attendent le bout du chemin pour aller placer en EHPAD, le bout du bout, parce qu'il y a cette histoire de culpabilité, parce que c'est très lourd, parce que la presse n'est pas toujours bonne dans les EHPAD, alors qu'il y a des EHPAD qui sont quand même très très bien et très bienveillantes. Et du coup, en attendant le bout du bout, on se retrouve à rentrer en EHPAD dans un état mouroir, comme on peut le voir, parce qu'on a attendu le bout du chemin et que finalement, ce bout du chemin, on se dit, voilà, j'ai mis en EHPAD, il est décédé en EHPAD. Non, en fait, ça aurait été la même chose à la maison, mais on a tellement attendu que forcément, ça amène au décès. Alors qu'on a aussi plein de témoignages qui nous montrent que finalement, de placer avant que ce soit le bout du bout, pour le malade, ça lui donne l'occasion de retrouver du lien social, de retrouver une dynamique, d'avoir une relation avec son proche qui est d'une bien meilleure qualité, parce que le proche, il est là que pour l'amour, que pour les temps de partage, il n'a plus du tout les temps de soins, et que ça redonne un élan de vie dans cette relation-là. Donc oui, je suis bien d'accord que ce placement doit être fait de manière qualitative, bien évidemment, mais pas au bout du chemin, pour ne pas avoir cet effet très négatif qui en suit derrière. Et d'ailleurs, Dominique, dans le reportage, elle dit une phrase qui, moi, me touche énormément, et c'est quelque chose que je dis souvent. Elle dit « Une vie en vaut une autre ». Mais c'est tellement vrai, en fait. Une vie en vaut une autre. Ok, l'aidant est là pour accompagner, mais il y a 2 vies, et les 2 vies doivent être considérées avec respect et dans une prise en charge de qualité. J'aime bien son « jusqu'à quand de soi ». Ça, je le dis souvent. Jusqu'à quand de soi. En tant que professionnel, vous m'en voulez un petit peu, c'est que ça, ce qui est décrit dans le reportage que vous dites, l'acceptation, le statut, prise conscience et l'acceptation du statut d'aidant, d'accepter de mettre ou d'aller en EHPAD avant le bout du bout. En tant que professionnel, avec de l'expérience, on le voit venir, on le voit. C'est cette envie d'arriver à les aider à accepter ou à aider à faire passer ce message, le déclic en fait, qui pourrait tellement, ce qu'on voit dans le reportage, vous disiez, c'est des aidants exemplaires, c'est surtout les aidants qui ont accepté des choses finalement, les difficultés elles y sont, et on sent une espèce de sagesse, de choix en fait, et on voudrait arriver à les aider à passer ce cap-là, qui après tout n'est pas simple non plus, mais avec une meilleure tranquillité entre eux. Je sais
Là, vous avez des phrases magiques. Une vie en vaut une autre, j'ai adoré aussi. Je pense que je m'en servirai. Et après, moi, je joue beaucoup sur l'idée aussi que l'aidant, il attend qu'on lui donne une date, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, les soignants, mais souvent, je sens qu'ils attendent que je dise, bon, là, maintenant, on y va, on place en EHPAD. Alors que, non, ce n'est pas mon rôle, c'est votre vie et c'est à vous de décider. Et j'ai une phrase qui marche assez bien, c'est de leur dire... Écoutez, le maintien à domicile, il est possible dans la mesure où il n'y a pas de mise en danger. Et quand il y a une mise en danger, je parle du malade et de l'aidant. À partir du moment où il y a une réelle mise en danger, alors mise en danger, c'est pas mettre le feu à la maison, hein. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des soins à domicile qui deviennent impossibles, et ça peut être aussi l'épuisement de l'aidant. Et cette phrase-là, mine de rien, elle fait son petit chemin dans la tête des gens parce qu'ils réfléchissent, ah oui, quand même, mise en danger, ouais, c'est vrai, ça fait quand même 2 ans que je dois faire une mammo et je ne l'ai pas faite, donc là, je suis peut-être dans la mise en danger. Pour le malade, oui, bon, ok, l'infirmière, elle passe, elle lui fait la toilette, mais c'est vrai que, bon, ça devient limite, la salle de bain ne marche pas. En fait, c'est arriver à faire comprendre aux gens que cette limite, ça peut être matériel tout simplement, c'est pas une limite affective. Et il y a aussi l'acceptation de l'aider, d'être aidé, la reconnaissance qu'il a besoin d'être. Souvent, à partir du moment où l'aidé reconnaît qu'il est aidé, en fait, ça permet ce genre de choses. Tant que l'aidé n'accepte pas ça, ça bloque beaucoup. Et d'où ces histoires de directives anticipées. Ouais. Vous voyez, quand la personne est consciente. Ouais, ou d'anodologie aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on le fait tout de suite là. Tant qu'on a le cerveau qui nous permet quand même de dire un peu ce qu'on veut, c'est maintenant. C'est plus une fois que l'anodologie est là, parce que là tout va bien. Et je profite du coup qu'il y ait plein de soignants dans la salle pour rebondir sur votre première question, où c'est Sébastienne dans le film qui dit que c'est à partir du moment où on a nommé qu'elle avait même été trop loin, qu'elle s'est permise et elle a dit OK. Et vous avez ce rôle effectivement de donner une date ou de nommer ou de dire là c'est le moment. Je pense que l'aidant tout seul, il n'arrive pas à prendre cette décision, il a besoin du tiers et vous êtes rassurant en tant que soignant pour pouvoir l'accompagner aussi dans cette prise de décision. Seul, il ne va pas y arriver. L'individualité va réagir aussi à sa manière, complètement se laisser porter justement par les soignants, des gens à qui on va juste devoir ouvrir une porte, voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi, mais c'est très enrichissant. En fait, moi je voulais rebondir sur une vie en vaut une autre, effectivement. Et ce qui m'a marqué à un moment donné dans le reportage, c'est qu'il a été question de fusion. Et là, tout à l'heure, quand vous disiez qui est en danger, à partir du moment où on parle de fusion, en fait, non, il n'y a pas fusion. Enfin, une vie et une autre, et il n'y a pas fusion. Il y a communion, il y a ce qu'on veut derrière, on y met ce qu'on veut. Mais la personne, déjà, quand elle parle de fusion, là, il y a, à mon avis, danger, effectivement, parce que oui, 2 êtres, ça ne fait pas un être, quoi. Voilà. Donc, il faut réfléchir en tant qu'aidant à l'après. Qu'est-ce qui se passe une fois là? On est dans des contextes d'aide de personnes âgées, donc il y a un après. Qu'est-ce qui se passe quand la personne, le malade, décède? Qu'est-ce qui se passe pour l'aidant quand il a complètement glissé sa vie sur la vie du malade? Qu'est-ce qui se passe après? Et ça, c'est tout un travail aussi qui marche très bien dans la prise de conscience. De dire, voilà, on a peut-être les limites parce que votre vie à nous, elle est... Pour répondre à la question de la personne à côté, j'ai parlé jusqu'à présent en tant qu'aidée, mais je pense que je peux aussi parler en tant que soignante. Je suis psychologue avec Ingrid, on travaille à l'école. Et il y a une phrase qui me fait souvent tiquer, c'est « il y a des EHPAD qui sont bien ». Et je crois que c'est un problème aussi. En tant que soignant, on n'arrive pas à accepter que parfois, à cause de nous-mêmes ou à cause de l'institution, on fait des choses qui sont maltraitantes. Et c'est ce que je lui disais, en aparté, je lui disais, mais j'ai aucun problème à dire que l'école est maltraitante pour certains enfants et que parfois, parce que je suis des procédures, je le suis aussi. Et je pense que dans cette idée-là de comment faire accepter l'institution aux gens, la phrase « il y a des EHPAD qui sont bien », elle est contre-productive. Parce que ça donne cette idée, si vous avez besoin en tant que soignant de justifier ça, c'est que vous avez besoin de vous défendre. Enfin, il y a une espèce de défense qui se crée. Si vraiment vous êtes sûr d'être si bien que ça, pourquoi vous avez à ce point besoin de le crier sur tous les toits? C'est bien. Et je pense que finalement, être un peu plus honnête, en disant on fait de notre mieux, c'est vrai que des fois c'est pas parfait, mais si on rate quelque chose, dites-le nous, et on essaiera de faire autrement, c'est peut-être plus pertinent que cette phrase « il y a des EHPAD qui sont bien ».
Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi entendre que dans l'autre sens, il y a des EHPAD qui sont pas bien. Il faut aussi l'entendre. On va être obligé de conclure. Je laisse la parole à Jacques Bragé pour la fin. Merci. Merci parce que je crois que dans l'éthique, comme dans la vie, il faut comprendre. Et votre très beau documentaire permet de comprendre mieux la position des dents. Et donc par là, vous faites une action qui est très importante pour les aidants. On a de très beaux mots. Dominique, je trouve, en a dit beaucoup dans ça, ses allers et retours parfois. Vivre dans le présent, peut-être ce qu'elle n'a jamais fait jusque-là, dit-elle. Ensuite, expérience unique, lien unique, retrouver du sens à la vie. Donc il y a beaucoup de mots forts. Et en l'écoutant, je pensais à la conclusion très brève d'un très beau livre de Maupassant, Une vie. Et la dernière phrase, c'est « Une vie, c'est jamais aussi bon ou aussi mauvais que l'on croit ». Et c'est ce qu'on a entendu. Après, il y a les signes d'alerte. La trop grande fusion, dans le mot fusion, il y en a un qui disparaît. Et donc, les signes d'alerte, vous les connaissez tous, mais c'est petit à petit se surinvestir au point de disparaître, de se convertir d'une position affective à une position totalement d'aidant et de seul aidant. C'est des alertes parce que il peut y avoir des pertes ou des excès d'émotions, il peut y avoir des culpabilités, des isolements, des épuisements. On sent pas loin parfois le mot de fatigue, épuisement. Et puis il peut y avoir des tyrannies de l'aidant sur la personne, des abus de pouvoir. Et donc ces signes d'alerte, il faut essayer qu'ils ne surviennent pas, bien sûr, mais s'ils surviennent, il faut agir. Et là, c'est qui agit, qui alerte, et qui finit par dire non, c'est l'heure du répit. Et vous allez y passer. Voilà. Il y a une inquiétude sur les dents, quand même. En tous les cas, merci pour tout ça. Un grand merci. Je crois que ça a plu à tout le monde. Je vous invite à poursuivre les discussions, si vous voulez, dans la salle d'à côté où il y a un petit verre qui vous attend. Comme d'habitude. Je voulais juste dire que le film, il est accessible sur notre site internet nosmémoiresvives.fr. Donc vous pouvez partager le lien, le visionner en famille pour impulser des discussions, parce que souvent on est dans le déni. Et si vous voulez organiser des projections, il suffit juste de nous envoyer un mail et on vous envoie le fichier. Voilà. Donc à tout à l'heure.